Sur ce, je vous propose que nous passions peut-être au débat d'orientation budgétaire. Écoutez, quelque part, la Chambre régionale des comptes nous ayant donné l'état de l'héritage sur le plan financier, je crois que nous pouvons maintenant solder cette question de l'héritage, essayer de nous projeter vers demain. Mais en étant conscient des conséquences de cet héritage, comme le disait très bien Johan tout à l'heure, puisqu'au fond, une dette, c'est de la fiscalité différée, une fiscalité différée sciemment. Je vais vous lire les extraits principaux du débat d'orientation budgétaire que vous avez tous reçu. Le débat d'orientation budgétaire est un moment d'échange sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité, après avoir analysé le contexte international et national. La préparation budgétaire 2016 s'inscrit dans un contexte de poursuite des engagements de l'État auprès des collectivités locales. Contestée unanimement par l'Association des maires de France, toutes sensibilités confondues, de droite comme de gauche. Cette baisse de 12,5 milliards d'euros entre 2014 et 2017, décidée au lendemain de l'élection municipale, un paramètre qu'on ne connaissait pas pendant la campagne, apparaît non soutenable. Ainsi, 3,6 milliards d'euros supplémentaires seront prélevés sur nos budgets de nos collectivités locales en 2016. 2015 a vu un bouleversement des structures établies. En décembre, la région Aquitaine est devenue la plus grande de France. Cette fusion, je peux en témoigner puisque j'y siège, s'opère dans des conditions particulièrement difficiles, avec la découverte, là aussi, l'anomalie comptable et financière dans l'ancienne région Poitou-Charentes, où c'est plus de 3 mois de dépenses qui n'étaient pas réglées, qui ont ressurgi aujourd'hui. L'année 2016 se terminera par un remodelage des intercommunalités du fait de la loi NOTRe, avec probablement, pour notre communauté des communes, une fusion avec des communautés voisines. Ces bouleversements créent de grands ensembles où les structures politiques dominent et où l'élu de base peine à trouver sa place. Et il est de notre devoir d'être au plus proche des citoyens et de continuer à traiter ces problèmes du quotidien. Dans cet environnement mouvant, il apparaît particulièrement complexe d'établir une stratégie budgétaire et un programme d'investissement fiable sur plusieurs années. L'exercice de planification qui nous est demandé au travers du DOB et qui est indispensable pour donner des perspectives aux habitants et aux acteurs de notre territoire apparaît particulièrement complexe. Pour autant, nous n'oublions pas notre responsabilité en termes de croissance économique et donc d'emploi, sachant que notre territoire est particulièrement touché par la crise aviaire. Ainsi, le maintien de l'investissement reste une priorité. Il devra tenir compte de nos capacités qui s'amenuisent. Il devra donc être ciblé. Le maintien des investissements ne sera rendu possible que par la poursuite d'une gestion rigoureuse des dépenses. Quel est le contexte général dans lequel nous évoluons? C'est en page 4 du débat d'orientation budgétaire. Quelques points sur la zone euro. Nous avons autour de nous des pays comme l'Espagne et l'Italie qui, il faut s'en réjouir, sortent de la récession. Il faut savoir qu'en 2016, la zone euro va bénéficier de 3 facteurs principaux favorables. La faiblesse du prix du pétrole, la faiblesse de l'euro, et enfin une politique monétaire accommodante qui fait que les taux sont historiquement bas. Ainsi, la croissance de la zone euro pourrait atteindre 1,7% en moyenne en 2016, soit légèrement plus qu'en 2015. L'inflation est nulle en 2015. Les prévisions pour 2016 restent très faibles en la matière. Malheureusement, et c'est en page 5 du rapport, la France, une année de plus, n'est pas au rendez-vous de cette reprise européenne. Le déficit public n'est toujours pas maîtrisé avec 3,8% du PIB et la promesse de ramener le déficit en dessous des 3% qui sont les critères de Maastricht fin 2017 semble désormais totalement illusoire. Le
Le rapport sur les finances publiques locales de la Cour des comptes indique que la situation financière des communes s'est encore dégradée en 2015. Outre la baisse de la DGF, l'effet de ciseaux constaté depuis plusieurs années entre les ressources fiscales et les charges de fonctionnement a entraîné une baisse de l'épargne brute, et ce pour toutes nos communes. Ceci sous l'effet de l'impact des transferts de charges sur les dépenses de personnel des collectivités locales, qui a été estimé à 1 milliard d'euros en 2014 et qui est évalué à 450 millions d'euros en 2015. C'est tout ce qu'on appelle l'instruction des droits du sol, le TAP, ainsi de suite. En page 6, et pour commencer à rentrer sur ce qui concerne plus spécifiquement notre commune, les dotations de l'État aux collectivités vont continuer à baisser. Et il y a là un effort demandé aux collectivités locales qui est supérieur à ce que fait l'État lui-même. Puisque les collectivités, les départements, les intercommunalités, les régions et les communes, qui représentent 17,1% des recettes brutes de l'État, participeront à hauteur de 22% à la réduction des déficits publics, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire beaucoup plus que ce que l'État est lui-même capable de faire. Ainsi, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui avait augmenté de 3,6% entre 2008 et 2011, qui avait commencé à diminuer entre 2011 et 2014 de 13%, s'est fortement accélérée en matière de baisse. En 2012, elle était de 684 628 euros à Saint-Sevé. Elle a été que de 490 000 euros en 2015. Sur 2016, nous devrions percevoir seulement 370 000 euros. Entre 2015 et 2012, c'est 194 323 euros de perte financière pour notre commune. Concernant les autres dotations, en page 7 du débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est celui du FPIC, Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, que nous payons ainsi que les autres communes de notre communauté des communes et ainsi que la communauté des communes du Cap de Gascogne. Lors du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu la semaine dernière, il a été envisagé et acté que la communauté des communes du Cap de Gascogne prenne l'intégralité du FPIC à sa charge. Ce qui sera une bonne nouvelle pour notre budget. Il y a là une pratique qui était déjà en vigueur sur la même base dans les communautés des communes voisines. Sur les mesures fiscales, il y a la création d'un fonds d'aide à l'investissement local. Nous avons d'ores et déjà, comme je l'ai évoqué hier en commission finances, envoyé toute une série de dossiers qui pourraient faire l'objet de ces subventions-là. Malgré tout, le montant ramené à chaque département est relativement faible. Il ne faut pas en attendre monts et merveilles. L'élargissement du FCTVA, c'est-à-dire la récupération de la TVA aux dépenses d'entretien, n'interviendra que sur 2017. Quant à la revalorisation des bases, vu le marasme du logement, elle va être encore relativement faible cette année. Nous prévoyons qu'elle augmente de l'ordre de 1%. Voilà le contexte dans lequel il nous faut préparer un budget pour cette année. Un budget, c'est toujours la traduction d'un projet politique. Et c'est ce que nous avons essayé de résumer en 2008. Quel est le projet politique qui est le nôtre? Quelle est la mission que nous ont confiée les Saint-Sévérins? Les Saint-Sévérins nous ont confié comme mission première et simple le maintien et l'amélioration de la qualité de vie sur notre ville. Nous bénéficions sous Saint-Sevé d'une qualité de vie tout à fait particulière. Et notre devoir est d'essayer de la maintenir et voire de l'améliorer. C'est pourquoi nous cherchons en permanence à offrir le meilleur service public possible, et ce, au meilleur coût. Cette amélioration de la qualité de vie des Saint-Sévérins, elle passe tout d'abord par l'amélioration des services publics. Nous avons, en 2015, intégré sur notre mairie un service d'instruction du droit du sol en capacité d'offrir un conseil de proximité et de qualité à tous les propriétaires qui envisagent de faire des travaux. Nous avons, et
c'est parmi les changements de 2015, améliorer le ramassage des déchets verts avec des bennes à proximité dans chaque quartier. Au-delà de cette amélioration du service public que nous recherchons, j'aurais aussi pu parler des DAP, sur lesquels nous avons beaucoup investi. Nous cherchons à renforcer le lien social dans chacune des actions que nous entreprenons. Ce lien social, nous avons cherché à l'améliorer à l'attention de nos aînés, au travers du changement de marché de restauration collective, qui a vu en 2015 des repas plus équilibrés, de meilleure qualité, servis à nos enfants et à nos aînés, dans lequel l'économie locale n'a pas été oubliée, puisque ce marché intègre un approvisionnement de proximité renforcé, c'est presque 12 000 € d'achat chez nos artisans et commerçants. La ville poursuit aussi des relations de partenariat fortes et proches avec le tissu associatif particulièrement dynamique sur notre ville, au travers de subventionnements qui vont augmenter en 2016, mais aussi avec la mise à disposition des services municipaux qui apportent aussi souvent que nécessaire leur aide. En 2015, nous nous réjouissons de 2 nouveaux projets culturels qui ont rencontré un beau succès. Je pense au festival Jazz and Cars, à la visite de tranchées de la guerre de 14-18 qui sont venus compléter l'offre très dynamique de notre commune. Enfin, et on en a débattu au dernier conseil municipal, le bénévolat des jeunes a été encouragé et nous aurons à délibérer lors du prochain conseil municipal sur la mise en place des premiers BEPC où en échange de quelques heures dans un service public, les candidats recevront une aide financière pour leur formation dans une auto-école de la vie. On voit au travers de toutes ces actions l'encouragement à poursuivre et à renforcer le lien social sur notre commune qui est si important en temps de crise. Nous avons aussi, et ça participe de la qualité des vies de Saint-Séverin, une politique de sécurité que nous assumons totalement, qui a vu le jour dès notre première année de mandat par des mesures particulières pour les fêtes patronales, qui ont été renforcées et améliorées en 2015 et que nous continuerons en 2016. Mais 2016 sera l'année de la mise en place d'une vidéoprotection, de l'amorce de cette démarche dans des bâtiments communaux et certaines places publiques. Enfin, la qualité de vie des Saint-Séverin passe bien entendu par la qualité de l'espace public et la qualité environnementale. Nous avons recruté au mois d'octobre dernier un responsable d'espace vert afin de se préparer aux nouvelles réglementations fort contraignantes en la matière, et notamment le zéro phyto dans notre ville qui s'impose à toutes les communes de France à partir du 1er janvier 2017, qui nous oblige dès à présent à changer nos méthodes d'entretien des espaces verts. Et dans le cadre de l'appel à concours qu'avait lancé le ministère de l'écologie, on vient de se voir attribuer une étoile au label Ville et Village étoilé par rapport à l'économie d'utilisation d'éclairage public qui vise à ne pas nuire à tous nos oiseaux de nuit et à participer au maintien de l'écosystème. Enfin, la qualité de l'espace public, c'est aussi un nettoyage des espaces publics que nous avons renforcé avec une finition à la main initiée l'été dernier et qui passera par des investissements, on le verra un peu plus tard, notamment d'équipements complémentaires en balayage. Voilà au fond l'orientation qui est la nôtre, celle d'améliorer la qualité de vie de nos Saint-Séverin par du lien social, par de la propreté et de la sécurité, par une amélioration des espaces publics embellis, notamment en matière d'espaces verts, et par un service public de proximité, de qualité, capable d'offrir le bon conseil et le bon traitement à tous les besoins de nos concitoyens. C'est ce projet politique qui est traduit dans le budget que nous allons adopter dans 15 jours, qui passe tout d'abord par des dépenses de fonctionnement en baisse par rapport au budget primitif 2015. Nous cherchons à améliorer les services publics, à améliorer la qualité de vie, tout en dépensant moins, parce qu'on dépense mieux. Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 2016, hors prise en compte la subvention d'équilibre que nous allons verser à l'écoquartier Noton, seront inférieures de 36 000 € à celles inscrites au budget primitif 2015, conformément à l'engagement de rigueur pris devant nos concitoyens. Ceci passe par des charges à caractère général qui, après la baisse historique de 172 000 € en 2015 par rapport à 2014, seront stables en 2016. À des fins de prudence,
on inscrira au budget une somme supérieure de 35 000 euros. Et notre souhait, c'est qu'au final, elle n'augmente pas en 2016. Je tiens à rappeler que finalement, avec 1 490 000 euros, les crédits ouverts au chapitre charges à caractère général seront sur 2016 inférieurs de 89 000 euros à ceux du budget primitif 2015. Il est à noter que ces charges à caractère général intègrent des éléments nouveaux, notamment la mise en œuvre du BEPC pour 10 000 euros, donc ce brevet d'épargne pour le permis de conduire, ainsi que 13 000 euros de formation du personnel, sur lequel nous avons du retard. Et suite à un audit des qualifications, il nous faut faire passer à beaucoup de nos agents des mises en conformité, notamment des CACES, pour que nos agents travaillent en totale sécurité et en conformité par rapport aux obligations. Deuxième chapitre, donc aux côtés des charges à caractère général que nous souhaitons stables, nous avons des dépenses de fonctionnement, des dépenses de personnel qui vont augmenter de 140 000 euros si on déduit du chapitre 012 les recettes au 013. Il y a là l'effet de l'augmentation naturelle liée à l'évolution des carrières, au personnel nécessaire au recensement, puisque la prise en charge de l'État ne couvre que 25% du montant total réel des dépenses. Il s'agit là d'une augmentation exceptionnelle au titre de 2016, puisque le recensement n'a lieu que tous les 5 ans. À l'instruction du droit du sol, transférée par l'État au 1er juillet 2015, qui pèsera en année pleine sur 2016. Enfin, il y a pour 20 000 euros d'augmentation dans ces 140 000 euros des cotisations d'assurance statutaire qui va permettre dorénavant la prise en charge par l'assurance des arrêts maladie ordinaires de courte durée. Dorénavant, lorsque nous aurons un arrêt de courte durée, nous aurons une assurance qui nous permettra de remplacer le personnel de façon à ce que le travail ne soit pas altéré et le service est dégradé en cas d'arrêt. Nous avons également une augmentation due au coût en année pleine de recrutement effectué en 2015. Je pense aux responsables des espaces sévères, arrivés en octobre 2015, à l'électricien arrivé en mai 2015 et passé à temps plein au 1er janvier 2016 pour assumer la fonction de responsable de l'arrêt du bâtiment. La chargée de mission d'inventaire, arrivée en avril 2015, son travail devait se finir au mois de fin mars. D'ailleurs, elle tient son plan de marche, puisque son travail d'inventaire sera fini. Elle aura fini l'inventaire patrimonial à fin mars. Il y a là quelque chose de tout à fait exceptionnel. Elle a réussi en un an à faire ce que beaucoup font en 2 ou 3 ans. Je tiens ici solennellement aussi à la féliciter. Son travail est jugé de telle qualité que la région s'est proposée pour faire une publication de ce travail. Et donc nous la garderons jusqu'à la fin de l'année. C'est aux éditions Confluence, un livre sur Saint-Sevé qui présentera la richesse de son patrimoine, une centaine de pages. Et donc, qu'on pourra retrouver dans les librairies du Sud-Ouest et vendre aussi localement au travers de l'Office de tourisme notamment. Et son travail fera aussi l'objet d'une exposition dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil régional qui nous accompagne encore cette année là-dessus. Nous avons enfin un chargé de mission revitalisation immobilière, un contrat d'apprentissage avec un financement à 80% au double titre du contrat d'apprentissage et du statut de travailleur handicapé qui est arrivé en décembre 2015 et dont le but sera de travailler sur la question de la vacance, puisque nous avons plus de 240 logements vacants et qu'il y a là toute une revitalisation de ce cœur de ville à mener. Concernant les autres postes, l'effectif reste stable. Suite à une analyse de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a mis en évidence un besoin de renforcement de la professionnalisation, les CAE qui arrivaient à ces contrats aidés à échéance n'ont pas été poursuivis puisque nous avons changé les profils liés aux prochains CAE. Sur les prochains CAE, nous sommes en quête d'un peintre pour renforcer la régie bâtiment puisque nous n'avions pas d'électricien. Nous avons validé ce problème l'an dernier, mais nous n'avons pas non plus de peintre professionnel. Donc on va essayer de miser sur un jeune qui pourrait intégrer notre effectif en la matière et d'un jardinier. Pour le service espace vert, soyons conscients que le zéro phyto nécessitera obligatoirement plus de main-d'œuvre
pour entretenir les espaces verts que lorsque nous avions le bon vieux Roundup et le Gramoxone. Concernant le DGS qui a été déchargé de ses fonctions en 2015, nous avons intégré dans le budget le fait que la ville prenne en charge sa rémunération pour l'année 2016. Concernant les autres dépenses de fonctionnement, les intérêts d'emprunt vont se réduire de 11 000 € en 2016. C'est ni plus ni moins que le début de la baisse de la dette. Nous avons entrepris, qui au final sur les 2 premiers exercices sera baissé de 100 000 € par rapport à 2013. Les autres dépenses de fonctionnement baisseront également sous l'effet du FPIC, puisque l'an dernier nous avions 117 000 € à la charge de la ville, qui seront dorénavant pris en compte par la communauté des communes. Sur les autres charges de gestion courante, elles sont maîtrisées également. On prévoit une légère augmentation de 19 000 € sous l'effet notamment de l'augmentation du reversement à Sainte-Thérèse, puisque nous avons une augmentation du nombre d'élèves accueillis dans cette école, et d'un soutien accru aux associations locales pour prendre en compte les demandes des nouvelles associations, où l'augmentation du budget aux associations sera de l'ordre de 10 000 €. Au final, donc, nous avons des charges à caractère général en stabilité, la baisse des autres charges de gestion courante, une augmentation maîtrisée de la masse salariale, et donc nous avons eu à l'inscription du budget cognitif des dépenses qui sont en légère baisse. Pour autant, et c'est là quelque chose qui est particulièrement délicat pour nous, nous avons une baisse très forte des recettes de fonctionnement liées à la baisse des contributions de l'État. Le concours de l'État va générer sur 2016 une baisse nouvelle de 114 000 €, qui, si on la rajoute aux 104 000 € de 2015, représente donc presque 230 000 € entre 2012 et 2016. Les dotations de l'État ont été réduites de 287 000 €, ce qui représente 5,15% du budget de la commune, et ce qui correspond à 2,14 points de fiscalité. Sur les autres produits, les produits des services, nous attendons à une légère augmentation de l'ordre de 15 000 €. Sur les produits des immeubles, ils seront stables. Nous avons réévalué à la hausse l'hôpital de jour. Par contre, nous avons un local qui était autrefois loué par rénovation, qui a arrêté sa location fin d'année 2015. Et en matière de produits exceptionnels, nous n'avons pas intégré dans le budget de produits exceptionnels. Vous avez en page 12 la traduction. Lorsqu'on a des dépenses qui baissent, continuent à baisser, mais légèrement, alors qu'on a des ressources qui baissent très fortement du fait du désengagement de l'État, dans un contexte où les annuités d'emprunt, du fait du surendettement, sont très élevées et elles sont stables, et nous avons petit à petit des comptes qui se déséquilibrent. Je vous rappelle quelques données. Fin 2014, nous avions déjà une capacité d'autofinancement net négative de 15 000 €, bien qu'ayant baissé les charges à caractère général de 172 000 €, bien qu'ayant baissé l'ensemble des dépenses de fonctionnement de 183 000 €. 183 000 €, c'est une baisse historique. Jamais le budget de la commune n'avait baissé précédemment dans une ampleur pareille. Ça signifie qu'au-delà de la baisse des charges à caractère général, nous n'avons pas eu d'augmentation de la masse salariale et nous avons eu aussi d'autres comptes qui ont continué à baisser. Et malgré tout ça, nous avons une dégradation des comptes avec une capacité d'autofinancement net négative de 85 000 €. Ce qui signifie que l'épargne de gestion courante, qui est de 683 000 €, est inférieure aux annuités d'emprunt qui, eux, sont de 769 000 €. Si on fait la projection de tout ce que je vous ai évoqué précédemment sur 2016, nous arrivons à une dégradation encore plus forte, où au final la capacité d'autofinancement net sera de 254 000 €. Il y a là une situation qui n'est pas soutenable, et donc avec le sens de responsabilité, il nous faut rétablir cet équilibre.
Cet équilibre, nous ne pourrons pas le rétablir par une nouvelle baisse des dépenses. C'est déjà quelque chose de très fort d'avoir réussi à les baisser autant que ce qu'on a réussi à le faire l'an dernier. Nous n'avons pas de marge de manœuvre sur les recettes. Les emprunts ont été contractés d'une façon qui ne permet pas facilement son rééchelonnement, puisqu'il y a une multitude d'emprunts, plus de 24, avec des taux fixes, avec des clauses de sortie qui sont très fortes. Et donc, la seule solution, et conformément d'ailleurs à ce que disait la Chambre régionale des comptes dans son rapport qu'on a débattu précédemment, la seule solution, c'est d'augmenter les prélèvements fiscaux, seul levier restant, si on veut éviter à terme d'être placé sous tutelle de l'État. Je vous ai fait la prévision 2017, qui aggrave encore la perspective financière de notre commune. Dès lors, nous sommes dans l'obligation de recourir à la fiscalité pour compenser les baisses de dotation de l'État. Face à la situation négative de l'ordre de 270 000 € à venir, nous prévoyons une augmentation de fiscalité à hauteur de ce déséquilibre. Deux possibilités s'offrent à la commune en matière d'évolution du produit fiscal, soit une évolution proportionnelle des taux, tous les taux évoluent à la même vitesse, soit une variation différenciée. À des fins d'équité fiscale, nous nous orientons vers une évolution différenciée des taux, c'est-à-dire que certains augmenteront plus vite que d'autres. Une étude est en cours à ce sujet pour déterminer les taux définitifs. Nous aurons ensemble une commission finance où on débattra de cela avec les projections et les scénarios possibles. Notre volonté est que cette évolution de la fiscalité soit celle de la mandature. Et bien entendu, si un changement de politique au niveau de l'État venait à remettre en cause les baisses de dotation, nous reviendrions sur cette augmentation d'impôts. Programmation des investissements de la collectivité. Cette augmentation de l'impôt, elle est là pour rétablir une situation négative. Et au final, nous prévoyons des investissements stables par rapport à l'année dernière. Ils seront de l'ordre de 1 350 000 €, c'est-à-dire des montants largement inférieurs à ce qui a été pratiqué certaines années des mandatures précédentes. Mais nous maintenons l'objectif de baisser petit à petit la dette de notre commune, ce qui signifie que nous refusons à augmenter la dette de notre commune. Sur ces opérations d'équipement nouveaux de 1 350 000 €, il conviendra bien sûr de rajouter les restes à réaliser, c'est-à-dire ce qui avait été prévu dans le budget 2015, qui n'ont pas encore donné lieu à une réalisation. Il y aura pour 665 000 € de travaux en reste à réaliser, qui sont quasiment totalement financés par 610 000 € de subventions d'investissement en reste à réaliser à recevoir. En ce sens, 2015 aura été une année exceptionnelle en taux de subvention, et donc nous bénéficions de cela. Le financement des équipements nouveaux sera assuré par 270 000 € de subventions nouvelles, par 210 000 € de FCTVA, 60 000 € de taxes locales d'équipement, et bien entendu par l'excédent de fonctionnement que nous avons vu plus haut. Parmi les projets sur lesquels nous allons investir en 2016, premier d'entre eux en masse d'investissement, l'abbatiale. Les travaux se poursuivent. J'invite toutes celles et tous ceux qui n'y seraient pas allés depuis un certain temps à se rendre dans l'intérieur du chœur, puisque la phase 1 touche à sa fin. Il reste des travaux de finition. Nous pensons que cette première phase devrait se terminer au plus tard 3e trimestre 2016. L'avant-projet définitif sur la deuxième phase, c'est-à-dire le transept, la nef et les bas-côtés, devrait être adopté très rapidement, déposé auprès de la DRAC que nous avons rencontré. Malheureusement, la fusion des trois anciennes directions régionales des affaires culturelles, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine en une seule, fait que les délais administratifs sont excessivement longs. Et nous n'aurons probablement pas l'autorisation des travaux avant le terme de 6 mois, qui est le terme légal pour qu'elle rende une réponse. Et dès lors, les travaux devraient commencer au mieux en fin d'année sur la deuxième phase, mais nous avons obtenu de la DRAC qu'ils soient inscrits dans les subventions de la DRAC sur l'exercice 2016.
Donc au final, bon an, mal an, dans les travaux, il faut toujours être très prudent. On devrait avoir une finalisation des travaux sur 2019, début 2019, manuel. Les Jacobins, c'est le gros projet de cette année. Il devrait y avoir des traductions concrètes, avec la reprise complète des toitures au-dessus du musée, des cuisines et du dortoir. Là aussi, c'est quand même de mauvaises nouvelles. Lorsqu'on a voulu attaquer la rénovation du dortoir, quelques semaines plus tard, on a eu le faux plafond dans certaines salles de bain qui sont tombées, qui se sont effondrées. Et c'est là où on s'est aperçu que l'aine de verre, l'isolation qui est au-dessus, totalement moisie, sous l'effet d'années et d'années de fuite. Et donc la reprise de cette toiture, c'est des travaux qu'on ne voit pas. C'est qu'on nous dit souvent, vous ne faites rien. On commence par faire les fondations avant de faire les finitions. Nous serons dès lors obligés de mettre plus de 110 000 € dans les toitures à ce niveau-là. Et la doulourante n'est pas finie, puisqu'au fond, on ne fait pas au-dessus de la salle capitulaire, où là aussi, c'est en mauvais état. Nous, pas douloureuse? C'est bien qui suivent, ça me fait plaisir. Nous allons refaire la cour des Jacobins, de façon à essayer d'embellir ce lieu qui est très utilisé. Enfin, nous avons obtenu de la DRAC et de l'architecte des bâtiments de France une solution assez économique et assez, je pense, assez opportune sur la chapelle, où au-delà des vitraux et de l'éclairage, nous allons faire un badigeon à la chaux, un peu comme ça se faisait dans le temps, pour essayer d'uniformiser les murs qui seront lavés sans altérer bien sûr les endroits où il y a des peintures anciennes. Donc les Jacobins seront un lieu où il va y avoir beaucoup de traduction, de concrétisation de l'évolution. Nos services techniques seront mis à contribution aussi. Ils ont fait un très beau travail sur le parquet de la salle capitulaire. Ça a été fait en interne, de ponçage, de vitrification. Je vous invite à y aller lors des prochains événements associatifs. L'école, on a mis un gros budget l'an dernier sur Perali. Oui, on peut féliciter Jean-Marc. J'avais oublié, il était là. Moi, je ne l'ai pas dit parce que c'était. Mais Jean-Marc a fait un très joli travail là-dessus. Et un travail très appliqué. On a même changé les lattes qui étaient cassées. Donc, merci à toi. Nous avons un concierge de qualité aux Jacobins qui porte le souci d'avoir un local entretenu qui évolue. Sur les écoles, Perali avait été programmé sur 2 exercices budgétaires. Les travaux avancent de manière solide. Nous devrions pour la rentrée être en capacité d'avoir la cour refaite, la nouvelle cantine et une école complètement restructurée. Avec, on va rajouter ça à l'investissement. Alors, je ne connais pas le terme, mais un tableau numérique, c'est ça? C'est pas ça? EPI. Quesaco. Un vidéoprojecteur interactif. Voilà. C'est pas un tableau, c'est par vidéoprojection, mais bon, on peut faire apparaître des cartes, des solutions et le mettre à la possibilité de. On pourra travailler directement sur un tableau Velleda, mais en plus avoir la projection comme si c'était un tableau numérique. Matériel et équipement, nous avons limité au fond les réalisations visibles pour mettre le paquet sur l'équipement et l'aménagement des locaux à disposition de nos collaborateurs. Parce que nous souhaitons que nos agents puissent avoir les meilleurs outils de travail possibles pour pouvoir exercer leur travail dans de bonnes conditions et avec le bon matériel. En ce sens, pour permettre à nos agents d'exprimer tout leur professionnalisme, nous achèterons un aspirateur urbain, c'est pour faire le travail de finition à la main du nettoyage. On remplacera la balayeuse, on gardera l'ancienne, de façon à ce que lorsque une balayeuse est en entretien, nous ayons toujours la seconde. Nous remplacerons également, on s'équipera d'un souffleur électrique qui sera beaucoup plus silencieux et ça améliorera le quotidien des habitants du cœur de ville. Enfin, il y a toute une série d'équipements en matière du zéro phyto pour nos espaces verts. Un point clé, nous avions un atelier menuiserie
totalement hors norme par rapport aux obligations de sécurité. Et donc cette année, il sera rapatrié à Munich et nous achetons une dégauchisseuse. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas nous l'expliquer, Serge. Pour arrêter Martinez, non? Ah, voilà, c'est pour enlever la gauche. C'est prévu ça. T'as écrit comme des droitiseux? Dégauchisseuse, c'est pour que tous les gens de gauche viennent du bon côté de la force. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est une dégauchisseuse? Il n'y a pas de dédroitiseux, ça n'existe pas. Malheureusement, ça n'existe Ça pas. dépasse les droits. C'est Ça quoi? reste inventé quand même. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Tout simplement d'un bois brut, un fil de plage avec une ligne. Ah, c'est Tout simplement. les mettre en maison de redressement, bravo. Voilà, dans le logiciel. Comme quand même pour les planches dégauchisées, c'est une bonne chose. Et nous allons équiper Munich de règles de rangement. Et je crois qu'on fera d'ailleurs une inauguration de Munich, parce que je pense que c'est un lieu sur lequel il y a un vrai changement. Il faut que nos concitoyens découvrent comment travaille le professionnalisme de nos agents. Nous allons lancer sur Morlan des projets qui seront concrétisés sur 2016-2017, puisque la montée de Morlan, de la plaine des sports à la place du Col du Pouille, va faire l'objet d'une étude cette année afin d'y intégrer une piste cyclable, une descente piétonne. C'est un projet qui sera cofinancé par la communauté des communes qui a la compétence voirie, mais c'est le maître d'ouvrage sera la commune. En parallèle, et suite à un travail avec l'Adréal, nous avons initié le réaménagement de Morlan, qui serait touché par la tempête de 2009. Les arbres n'ont pas été replantés. Il y a eu une étude phytosanitaire de tous les arbres qui a été menée. Certains sont à abattre, d'autres à replanter. Et donc nous espérons que Morlan reprenne vraiment toute la beauté de ce lieu qui est classé. Sur les bâtiments municipaux, je vous ai parlé de Munich. Nous allons également enfin pouvoir refaire la toiture au-dessus de cette galerie-là, puisqu'à chaque ouvrage il pleut à l'intérieur. Et nous allons lancer l'étude d'accessibilité au premier étage de la mairie, puisque nos conseils municipaux doivent être accessibles pour les handicapés, mais également tous les familles qui viennent pour les mariages, où on a souvent certains de nos aînés qui sont très entravés pour accéder à la salle des mariages, puisque nous n'avons pas aujourd'hui accès handicapé pour le premier étage. En matière d'aménagement urbain, nous devrions finaliser l'AVAP, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui sera au fond le classement par le ministère de la Culture de notre cœur de ville comme un élément patrimonial tout à fait remarquable, qui à ce titre doit être protégé, mais surtout permettre de donner à tous les propriétaires à la fois des consignes claires, précises et des exonérations fiscales. Ça participera donc à la revitalisation urbaine. Il y a dedans la remise en place de la zone bleue, la restauration du mobilier urbain et nous essaierons d'améliorer le quotidien de nos concitoyens qui habitent au lotissement La Fontaine, sur lequel il y a toute une série de dysfonctionnements et de manquements par rapport aux engagements contractuels qui avaient été pris, et donc pour lesquels nous ferons des premiers travaux d'amélioration. Sur les infrastructures sportives, nous avons inauguré les vestiaires du stade de rugby il y a un mois. Nous ferons la même chose en fin d'année sur le kayak, mais nous allons mettre le paquet cette année sur le SAS Football, avec la mise aux normes et le réaménagement de la plupart de leurs terrains pour faire face à l'augmentation du nombre de footballeurs. Des petits travaux à la salle de tennis de table et au tennis pour améliorer le quotidien de nos usagers. Dernier point, et ça sera sûrement un des projets phares de la mandature, l'amorce de l'étude sur les halles, la place de Verdun, la place de marché. Donc le CAE va nous rendre une étude de faisabilité pour voir si les halles de Saint-Sevé pourraient intégrer une cuisine pour offrir une salle de réception supplémentaire et délester un peu la salle capitulaire. Et est-ce qu'en parallèle, on peut aussi améliorer l'accueil des artisans commerçants d'Ancial pour en faire le cœur du marché? Voilà le cahier des charges qui est remis. Nous prévoyons cette année le financement d'un maîtrise d'œuvre pour être en capacité sur 2017 de lancer les travaux, sachant que nous prévoyons dans la même conception
la rue des Arceaux, la place de Verdun, la rue et la place du tribunal, et donc les halles. Bien entendu, nous avons fait intégrer ce projet par le pays Adour Chalosse-sur-Sang dans le contrat le liant à la région Aquitaine. Sur les budgets annexes, quelques éléments à dire. Sur le budget de l'eau, nous avons les travaux de Montagnière qui seront achevés à l'automne. Nous prévoyons sur cet exercice un investissement de 170 000 € sur la route de Montgaillard pour résoudre les problèmes de surpression et sécuriser les branchements des particuliers de l'impasse Juncker, l'entreprise ALS. Et nous allons, sur 2016, faire les premiers tests de compteurs avec télérelève et informatisés. Quel est le but? Aujourd'hui, on a souvent des fuites après compteurs qui sont pénalisantes pour les usagers et qui génèrent un vrai surcoût indu pour nos concitoyens victimes de ces fuites. La loi nous oblige, s'il y a un dépassement du double de la consommation habituelle, à procéder à un remboursement. Donc ça coûte aussi à l'État. Il faut savoir que la relève de tous ces compteurs fait peser une charge salariale importante et donc il y a des nouvelles technologies qui permettent une relève à distance et où en cas de fuite, l'usager est averti sous 48 heures par SMS ou par courrier de la fuite. Donc ça serait un vrai service. Si c'est efficace, on prévoit d'y mettre un budget assez conséquent dans le cadre d'un programme d'investissement pluriannuel de l'ordre de 170 000 € et qui sera pour partie financé par la moins-value qu'on a eue sur les travaux du château d'eau d'Antagna. Les tarifs seront stables sur 2016 et nous avons procédé à une réunion avec le syndicat de Marseillon. Dans le cadre d'un dispositif conjoint, nous mettrons en place des reports d'échéance pour tous les acteurs de la filière impactés par la crise aviaire. J'étais encore ce matin avec une entreprise importante de notre commune pour qui, me disait-il, cette crise est un vrai drame. Il se pose beaucoup de questions sur la capacité à traverser ces presque 4 mois sans production. Et donc, ça sera une petite aide de la collectivité. Le budget assainissement, maintenant que le Wound de Metz a mis fin au rejet d'eau usée dans la nature, nous serons même de pouvoir lancer le schéma directeur d'assainissement de la commune qui a besoin d'être revu. Nous poursuivrons la modernisation du réseau par l'installation de surveillance par GSM sur les postes de refoulement. Puisque la Côte de Brie a été partie dans le cadre des travaux de Morlane, nous allons la réhabiliter pour qu'elle soit praticable. On en profitera pour refaire l'assainissement à ce niveau. Et nous allons lancer des études par rapport à un problème qui dure depuis des années et des années et des années au niveau de l'avenue de Pipoulon et des droits de l'homme où à chaque orage, on a certains de nos concitoyens qui subissent des dysfonctionnements profonds. Là aussi, les tarifs resteront stables. Et je finirai par quelque chose qui donnera lieu à une manifestation intéressante le vendredi, l'écoquartier Nothomb, puisque nous avons, je signerai le 23 mars, l'acquisition des terrains qui ont pour but d'accueillir l'extension de la ville au plus proche de la ville ancienne. Je tiens à redire que l'écoquartier, le éco, c'est écologie. C'est un quartier où on va privilégier la qualité de vie. On va essayer de faire en sorte que les conditions d'habitat soient les plus favorables, le plus positives possible. Et donc, nous avions lancé avec le concours de la DDTM, et notamment de l'architecte conseil, la paysagiste conseil de l'État qui sont venus à maintes reprises sur Saint-Sevé. Il faut savoir que l'architecte conseil était M. Ringebal, un des 2 architectes du Stade de France. Et donc, ils nous ont dit un projet d'une telle ampleur mérite une vraie réflexion et de s'ouvrir sur des architectes urbanistes qui pourraient essayer de concevoir quelque chose de bien à cet endroit-là. Et donc, nous avons lancé un concours d'architectes urbanistes paysagistes. 9 ou 10 collectifs ont répondu. Nous avons, avec les concours de l'État, retenu les 3 qui nous paraissaient les plus compétents. Et donc, vendredi prochain, à 18h, vous êtes conviés à venir assister au classement de ces 3 collectifs, de façon à prendre connaissance des projections qui seront faites de l'aménagement de ce quartier, qui serviront de base au cahier des charges pour la maîtrise d'œuvre qui sera initiée derrière.
Alors c'est au cinéma Mediaset, et bien entendu, puisque l'opposition n'est pas forcément totalement maltraitée, nous aurons un membre de l'opposition qui sera présent, comme à chaque fois qu'il y a des décisions importantes. Hein? Pour le jury, bien entendu, dans l'après-midi. Et le soir, tout le monde peut venir? Le soir, tout le monde peut venir, bien entendu. Dans le jury, il y a, le CAUE sera représenté, les bâtiments de France seront représentés. Nous avons un nouvel habitant de la commune qui est architecte sur Paris, qui viendra apporter son concours, ainsi que M. Alac, architecte local. Bon, bref, je pense qu'on essaiera de prendre l'avis de tout le monde pour essayer de faire quelque chose de bien à cet endroit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les orientations qui ont guidé la préparation du budget qui vous sera soumis dans 15 jours. Y a-t-il par rapport à ça, puisque le but c'est de lancer le débat, des questions, des commentaires, des interventions? Pas d'intervention? Bon, si les choses sont claires, je vous remercie. Je crois que Jean-Marc peut dès lors vous donner rendez-vous pour vendredi, parce qu'il est clair. Ah, J'avais une question, oui. je réitère la question que j'ai posée hier soir. C'est-à-dire, parce que vous en avez eu plusieurs. Le coût du DGS. Ah, mais le coup d'être chez Du DGS, pardon. Ah, c'est pas la même chose. Non, il n'est pas de bon ton de citer les personnes. Alors, Jacques va vous répondre. Donc, en ce qui concerne le coût du DGS, alors, je vais vous donner donc, le coût de M. Tchepa, puisque bon, il faut quand même bien l'appeler, enfin, l'ancien DGS, parce que je ne sais pas les noms. Donc, en 2013, sa rémunération, donc le coût de sa rémunération globale était de 93 463,10. En 2014, de 99 623,38. En 2015, 92 897,08. En 2016, il est prévu 73 692,23. Et en 2017, ça devrait tourner autour de 65 540. Tu nous donnes la réponse. Comme dit, on va vous donner la rémunération de Madame Destrade, une nouvelle DGS. Ça vous aurez tous les éléments. Non, je vous donne tout. m'intéresse pas. Non, mais, Vous voulez pas? non, mais c'est quand même intéressant. Donc, Madame Destrade est salariée de la collectivité, elle y exerce effectivement des missions. D'accord. Le contribuable Saint-Séverin doit savoir qu'on paye quelqu'un qui n'est pas dans les locaux. Moi, Madame Destrade, je ne veux pas connaître son salaire, ça ne m'intéresse pas. Ça leur regarde. Très bien. alors, moi, je vais aller au-delà pour les autres. La fonction DGS, donc en 2013, donc elle a coûté, puisqu'il n'y avait que l'ancien DGS, 93 463,10. En 2014, effectivement, il était toujours le même, c'était 99 623,38, donc c'est toujours le même chiffre. Par contre, en 2015, donc on a eu une partie de l'année, on a eu une nouvelle DGS. Et donc la rémunération globale de la fonction DGS était de 111 746,92. En 2016, elle est prévue à 119 946,18. Et en 2017, donc, elle devrait tourner autour de 111 800. Alors qu'avec un seul, C'est- 98? Voilà, ce qui veut dire que de 2014, on était à 99 623, on devrait passer en 2017 à 111 800, c'est-à-dire une augmentation de 10 000 euros, hein, parce que Dans le pire des cas. dans le pire des cas. Et donc voilà le résultat. Donc moi je crois que il
serait bon que voilà, qu'on en termine avec cette affaire-là, parce que bon, il y aura 10 000 euros, et encore le salaire de 2014, normalement, il aurait augmenté. Si on avait gardé ancien DGS, il a eu 99 000 en 2014. En 2017, il y aurait eu des augmentations légales, donc il serait passé au-delà de 100 000. Et nous, on prévoit d'arriver à 111 000. Donc c'est une affaire de 10 000 euros. Alors moi, ce que je dois dire, ça c'est mon ressenti personnel, hein, parce que ça commence un petit peu, à force de passer du temps à parler de ça, ça commence un petit peu à faire bouillir la marmite. Moi, mon avis, c'est que ça, pour 10 000 euros, on va avoir une personne, on va avoir un poste de DGS qui fonctionne bien, qui est efficace, qui travaille correctement, selon nos critères à nous, c'est très bien. Et donc, je pense qu'il est temps d'arrêter de faire de bâtir des châteaux autour de tout ça, et d'alerter, et de penser que l'on dilapide le bien commun. Alors ça, c'est mon avis personnel. En gros, nous assumons totalement cette décision. Vous n'avez pas le choix. C'est pas la question de choix. Ah, si, on a eu Ça le choix. sera à refaire, nous prendrions la même décision. Absolument. Moi, je vous remercie, j'ai eu la réponse. Merci beaucoup. Très bien. Peut-être que le président de la SATEL serait intéressé par embaucher un ancien DGS pour la mairie de Saint-Soulé. J'ai la date. Ou le président de la SATEL. Monsieur Martinez. Non? Pardon? Vous ne seriez pas intéressé par embaucher l'ancien DGS de la mairie? Vous parlez avec qui au conseil municipal, c'est ça? Je comprends pas votre question. Je ne sais pas, vous n'êtes pas le président de la SATEL? Quel rapport avec une question que je pose ici par rapport à la problématique de la gestion des finances Je locales? ne sais pas, je vous pose la question. Vous n'êtes pas un jour président de la SATEL et l'autre jour conseiller municipal à Saint-Sevé et l'autre jour membre du conservatoire et l'autre jour président de la BACL et je sais quoi encore. Quel rapport avec Mais le je vous salarial pose la des DGS? Moi, j'ai une question claire. Hein. Peut-être que parmi toutes les fonctions que vous avez, tous les établissements que vous dirigez, on trouverait, ce serait vraiment formidable pour nous si vous pouviez dégager un poste, quelque chose pour embaucher cette personne. Écoutez, moi je vous invite à écrire à Madame Darrieussecq, peut-être qu'à la mairie de Montmarsan pour chercher un TGA ou des DGS. On lui a déjà demandé d'ailleurs. Oui, mais Alors maintenant, je vous le demande à vous. le conseil de général vous a déjà recyclé à vous, il a déjà recyclé Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Monsieur Serré, Qu'est-ce que que vous êtes en train de vous dire, pouvez Madame faire hier soir au Madame Brett, vous conservatoire. filez un mauvais coton, là. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un mauvais côté. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Monsieur Comment vous Martinez. parlez des agents des recyclages? Laissez la parler, s'il vous plaît. Oui, non, mais monsieur Martinez, vous n'étiez pas DGS à la mairie de Saint-Sevé Et alors, quel rapport? et vous n'étiez pas au conseil général de Pas l'EA? cher, il faut avoir une carte dans ces cas-là, votre cycle. Je ne sais pas. Monsieur Serré n'a-t-il pas été DGS à la commune de Saint-Sevé? Mais attendez, Je sais on vous pas. demande le coût salarial Je sais pas, il y a des et vous bizarres. partez dans des délires sur les anciens DGS de la Mais collectivité. je délire, monsieur On délire Martinez. pas du tout. Mais vous délire, c'est le Saint-Médard qui me fait délirer. Ça doit être ça, oui. J'ai vu le même, c'est pour ça. Le rapport de la chambre régionale des comptes, ça m'a fait délirer. Vous entendre parler comme vous avez parlé, c'était un bonheur sans moi. Déjà hier soir, vous étiez tendu, je crois que c'est toujours la même chose ce soir. Comment? J'ai appris qu'hier soir, vous étiez particulièrement tendu, vous l'êtes encore ce soir, c'est bien. Je suis tendue effectivement parce que figurez-vous que moi je n'ai pas 50 mandats dans l'État et je défends uniquement les intérêts de ma commune. Il se trouve qu'hier soir, j'ai défendu les intérêts de ma commune. Mais on l'a vu avec conservatoire. talent, vous êtes parti. Oui, je suis partie. C'est vrai que la politique de la chaise vide, ça a toujours fait Bah, avancer les écoutez, choses. le président Carrère n'a pas su interpréter le sens de mon vote, qui était précisément de ne pas participer au vote. Donc pour lui faciliter l'interprétation, je suis partie. Très bien. Il y en a qui défendent l'intérêt de leur commune, il y en a d'autres qui jouent contre leur commune. Mais bien entendu.
Ça existe partout. Hein. Bien sûr, vous en savez quelque chose. Non, mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes énervé? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, on n'est pas énervé du tout. Non, on n'est pas énervé. On parle avec vous, simplement. Bien. Moi, Non, il n'y a pas de c'est- violence. S'il vous plaît. Je suis agacé. Non, mais détendez-vous. On parle avec non, mais on n'est pas énervé du tout. Écoutez, moi, Vous pouvez narguer, ça nous énerve pas. je vais conclure sur cette décision, mais bien entendu, si dans vos multiples fonctions, vous avez besoin d'un collaborateur de ce niveau-là, ne vous priez pas de le prendre, vous seriez une opposition constructive pour la vie. Et donc, en conclusion, Quel est le rapport avec l'opposition? et vous cherchez. Vous êtes particulièrement au sujet, vous avez beaucoup d'honneur. Écoutez, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. Puisqu'il n'y a pas de remarques sur le débat d'orientation budgétaire, je vais estimer que donc vous adhérez aux orientations budgétaires qui sont les nôtres. Vous nous félicitez pour la rigueur et vous réjouissez des travaux qui seront initiés. Et donc, je vous en remercie. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et là, nous prononcerons.